c'est l'heure du grand entretien avec ce matin un géopolitologue chevronné. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous signez votre 18e ouvrage. Vous prenez le contre-pied de tous les prophètes de malheur dans un essai clair qui s'appelle « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». On va vous demander quelles sont les raisons dans ce climat assez angoissant entre la rivalité économique entre la Chine, les États-Unis, le Proche-Orient, l'augmentation des budgets militaires et évidemment la guerre en Ukraine. Et nous venons de l'apprendre, un missile russe a touché la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Les secours évoquent un bilan d'au moins 21 morts, 83 blessés. Marianne Kotonov, vous êtes notre envoyée spéciale en Ukraine avec Éric Josset et vous avez les détails sur la circonstance de cette frappe. Oui, alors ça se serait passé sur le centre de convention de l'université de Soumy. On a vu des vidéos, elles sont assez impressionnantes. Le bilan est assez lourd, vous l'avez dit. Et puis on a eu aussi accès à des blogueurs russes qui expliquent qu'en fait, ce centre de convention abritait un quartier de militaires, ce qui est complètement faux. Les Russes ont l'habitude de frapper des infrastructures civiles en argumentant que ce sont bien des refuges pour les militaires. Là, nous avons l'information qu'il y a des enfants parmi les blessés, donc très peu probable que ce soit un quartier qui soit utilisé par les militaires. C'est en plein centre-ville et puis aujourd'hui c'est un jour un peu spécial en Ukraine, c'est le dimanche des rameaux, vous savez, et les Ukrainiens sont très croyants, donc il y avait beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de personnes étaient parties à l'église se recueillir et cette frappe évidemment a beaucoup bouleversé les Ukrainiens et frappé les esprits. Merci Marianne Kotonov, en direct d'Ukraine avec Éric Josset. Regardez cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui dit que les missiles ennemis frappent une rue ordinaire de la ville, la vie ordinaire, des maisons, des écoles, des voitures dans la rue. Et cela un jour où les gens vont à l'église. Seuls des salauds peuvent faire cela. Frédéric Ancel, je le disais, vous êtes donc géopolitologue. On sait que vendredi, il y a eu une rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine pour parler de ces négociations pour la paix. On voit bien que même si on discute, Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, n'en a cure. Il continue à bombarder l'Ukraine. Il bombarde l'Ukraine, mais des civils, comme ça a été très bien dit. Ouais. Le front, lui, il est stagnant. Or, moi, je travaille sur la guerre. Alors, ce qui est terrible à dire, c'est que pour une très mauvaise raison, c'est-à-dire l'abandon de l'Ukraine par les États-Unis, le spectre d'une guerre mondiale s'éloigne mécaniquement lorsque Moscou et Washington se rapprochent. Pour une raison très simple, c'est que pour qu'il y ait avènement d'une guerre mondiale, parmi les conditions sine qua non, il y a bien évidemment la capacité de 2, 3, 4 grandes puissances à projeter un niveau, une quantité, une qualité de violence telle que, pour le coup, ça enclenche un mécanisme global. J'ajoute un point important, il faut que chacune de ces puissances puisse entraîner avec elle d'autres alliés. Et je le dis avec beaucoup de force depuis un peu plus de 3 ans maintenant, ce qui est terrible pour les Ukrainiens, mais c'est une guerre qui est relativement localisée. Et l'Ukraine n'a pas d'alliés, alors on le saura, depuis le temps qu'on le dit, effectivement, elle n'est pas dans l'OTAN. Et pour cause, quant aux alliés de la Russie, ils sont ridicules. Enfin, je veux dire, les soldats nord-ukrainiens se comportent très mal sur le front. Tout cela vous donne l'éloignement objectif du spectre de la guerre mondiale. Alors, on va rentrer dans le détail de ce livre que vous signez donc aux éditions Odile Jacob, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Mais encore un mot sur cette frappe. Si, effectivement, le spectre de cette guerre mondiale s'éloigne de cet apaisement du conflit, en tout cas sur le terrain militaire, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine bombarde des civils? Et Volodymyr Zelensky dit il n'y a que des salauds qui font ça. Dans quel but on frappe des gens qui se rendent un dimanche des rameaux à la messe? L'histoire, la très longue histoire militaire nous enseigne de manière très claire qu'avant l'avènement d'un cessez-le-feu, alors je ne dis pas que ça va se produire dans 24 heures, peut-être même pas dans 24 jours, mais en tout cas, on est quand même davantage sur ce schéma qu'il y a encore 6 mois. Pourquoi ? Parce que le président américain exerce des pressions extrêmement importantes et que, de toute façon, aujourd'hui, si tout devait s'arrêter, Poutine aurait perdu stratégiquement il y a déjà 3 ans, puisque l'intégralité de l'Ukraine ne lui appartiendra pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tactiquement, il aura gagné puisqu'il aura croqué 20% de territoire. Donc il finira bien par arrêter, je ne parle pas de traité de paix, mais par cesser le feu. Et donc on sait, je reviens à ma phrase originelle, qu'avant un cessez-le-feu, c'est extrêmement dangereux pour les populations et pour les soldats. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que chacun essaye, et en l'occurrence Poutine,
d'obtenir évidemment les meilleures conditions au cessez-le-feu. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à une baisse de la violence. Encore une fois, ça ne signifie pas que le front va être percé, il ne l'est pas, il ne l'est toujours pas. C'est même le moins qu'on puisse dire. Mais on ne peut pas s'attendre malheureusement, je crois, à une diminution de la violence à l'encontre des civils ukrainiens. Et pourtant, on a vu les déclarations de Donald Trump qui dit qu'il faut que la Russie se bouge, il y a trop de morts, il y a trop de morts injustes. Ça, c'est un argument que sort assez souvent Donald Trump. Je n'aime pas la guerre, il ne faut pas la guerre. Est-ce que, en frappant des innocents, en frappant des civils, eh bien, Vladimir Poutine ne prend pas le risque d'agacer Donald Trump qui veut la fin de ce conflit? Si, de l'agacer, oui, mais pour une raison très différente. Alors, je ne dis pas que M. Trump se fiche des vies et des vies civiles ukrainiennes. La vérité, c'est que j'en sais rien. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le nord de sa boussole, c'est pas ça. C'est le mercantilisme absolu. 1, considère que cette guerre lui a déjà coûté beaucoup trop cher. 2, que la protection des Européens de manière générale lui coûte extrêmement cher. Et au fond, il remonte parfois à 1917 quand même, pour en évoquant le soutien américain aux Européens. Et 3, Monsieur Trump considère que le volume d'échange entre l'Ukraine et les États-Unis, il y a 3 ans, au moment où la Russie déclenche la guerre, est très faible. Ce qui est vrai, c'est quelques centaines de millions de dollars. Alors que le même Monsieur Trump considère qu'un rabibochage, pardon pour l'expression, entre la Russie et les États-Unis permettrait aux États-Unis de s'enrichir de manière substantielle. Ce qui d'ailleurs n'est pas faux. Donc, si vous voulez, moi je pense que c'est ça qui le pousse à faire des efforts. Maintenant, effectivement, là où je vous rejoins, c'est que c'est quelqu'un qui n'a plus de surmoi depuis longtemps, qui a un ego surdimensionné, qui dispose de toutes les prérogatives internes et externes, en tout cas pour au moins 2 ans, et il risque effectivement de finir par s'agacer d'un attentisme, on va dire ça comme ça, de M. Poutine. Poutine joue pour l'instant encore, me semble-t-il, sur du velours, au moins pour quelques semaines. Donald Trump, donc vous dites quelqu'un qui a beaucoup d'ego, quelqu'un aussi qui a fait volte-face. Et cette volte-face a surpris énormément de voir l'Amérique basculer et tourner le dos finalement à l'Europe. Je rappelle que ce livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, eh bien vous l'avez écrit avant la volte-face des États-Unis, avant cette scène qui a eu lieu dans le bureau ovale où Donald Trump lui-même parle d'une 3e guerre mondiale. Ces dernières semaines, j'ai regardé ce qu'il se passait en Europe. Et je pense que cela va se terminer par une 3e guerre mondiale si on ne règle pas les choses. Donc, il faut que ce soit réglé. Je pense que les 2 parties veulent arrêter cette guerre. Je pense que si je n'avais pas été président, nous n'aurions pas la moindre chance d'arrêter cette guerre. Donald Trump donc, qui souffle sur les braises, y compris en ayant malmené, si je puis dire, Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous auriez aimé pouvoir changer quelques lignes de votre livre? Est-ce que vous pensez finalement que ce conflit mondial pourrait arriver avec quelqu'un d'aussi imprévisible que Donald Trump? D'abord, il n'est pas totalement imprévisible. Sur le mercantilisme absolu que j'évoquais il y a un instant, il n'est même pas du tout imprévisible. Alors, il n'est pas non plus sur, et là je vous rejoins aussi, il n'est pas non plus sur la volonté effectivement de ne pas envoyer de soldats américains à l'extérieur des frontières. C'est un petit peu différent, parce que la guerre, on peut très bien la faire avec des matériels. Aujourd'hui, par exemple, une armada des États-Unis est extrêmement puissante autour de l'Iran, par exemple. Bon, alors, il ne s'agit pas d'envoyer des soldats au sol. Ça, c'est une nuance à l'imprévisibilité. Ensuite, les assertions de M. Trump, si tant est qu'elles ne soient pas démenties le lendemain ou le surlendemain, elles ont une valeur analytique extrêmement faible, quand même. Donc, il a beau parler de 3e guerre mondiale, en réalité, il s'agit effectivement de faire craindre, surtout d'ailleurs aux Européens, pas tellement à M. Poutine, lui, ça lui fait pas tellement peur, ça, mais aux Européens, qu'il faut cesser leur aide à l'Ukraine, et surtout une aide qui, encore une fois, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'OTAN, coûte cher aux États-Unis. Ça, c'est un de vos arguments, de dire que la guerre coûte si cher que demain, eh bien, il ne pourrait pas y avoir un 3e conflit parce que ça arrêterait finalement les pays. Et en général, les régimes politiques, d'abord, sont assez près de leur sous, mais surtout ne souhaitent pas, à quelques rarissimes exceptions près, se suicider. On ne prend que très exceptionnellement dans l'histoire politique et militaire, des temps longs, cher à Fernand Braudel, grand historien français qui parlait des siècles et des dizaines de siècles, on a affaire qu'à très très peu de régimes qui prennent le risque apocalyptique d'entrer en guerre. Donc pour vous répondre, non seulement je maintiens ce que j'ai dit, mais j'aurais même dû le surligner et le mettre en gras, en réalité, dès l'été dernier. Frédéric Ancel, pour paraphraser Raymond Aron, que vous citez en exergue de votre ouvrage, dans ce monde qui est quand même marqué par une forme de brutalité quand même
désinhibé. Il y a 2 foyers très actifs, l'Ukraine, la Russie, on en parle, il y a le Proche-Orient également. Est-ce que vous diriez, encore une fois, pour paraphraser peut-être Raymond Aron, qu'on est quand même dans une époque où la paix est impossible, mais la guerre mondiale, pour reprendre le titre de votre propos, est improbable? Alors, c'est une question centrale, presque philosophique. La paix est impossible si on considère que pendant un certain laps de temps, partout sur la planète, il n'y a pas de conflit. Ça, je pense que c'est strictement impossible. C'est lié à la nature humaine. Je ne suis pas anthropologue, mais je pense que ça, on l'a jamais vu. En revanche, vous avez cité 2 conflits, et vous avez raison. D'ailleurs, il faudrait ajouter le Soudan, qui passe totalement sous les radars, et qui est d'une ignominie absolue, et bien plus meurtrier d'ailleurs que ce qui se passe au Proche-Orient, sans oublier la Birmanie et le Congo. Mais ces 2 conflits, on va dire, concomitants, sont graves comme la plupart des conflits. C'est peu. C'est extrêmement peu. Qu'on revienne quelques décennies seulement, je ne parle même pas des 2 guerres mondiales du XXe siècle, mais qu'on revienne juste quelques décennies en arrière, une grande partie de l'Afrique subsaharienne, mais également le continent européen, l'ex-Yougoslavie, étaient touchés ainsi d'ailleurs que des foyers de guerre très violentes en Asie, je pense notamment au tigre tamoul au Sri Lanka, c'était extraordinairement violent et en réalité beaucoup plus létal que ce qu'on vit aujourd'hui. Autrement dit, il faut toujours, me semble-t-il, prendre du recul, alors d'abord de la hauteur historique évidemment, du recul géographique aussi, faire tourner la planète et voir dans quelle mesure l'instabilité, alors là pour le coup je pense que je vous rejoindrai si vous parlez d'une instabilité ou d'une imprévisibilité, un peu façon Trump. Les mots comptent. Là, non, les mots comptent. Là effectivement on est dans un changement de paradigme, ça je crois que c'est incontestable. Et du coup ça fait peur, mais ça ne signifie pas qu'il y ait aujourd'hui plus de guerres qu'autrefois. Il y en a substantiellement moins qu'il y a encore quelques décennies. Dans votre livre, il y a une partie qui est fascinante, c'est que vous essayez quand même de balayer d'un revers de la main le fameux choc des civilisations qui était la grande théorie de Huntington. Et pourtant, on sent que beaucoup de gens, s'ils ne reprennent pas ces termes-là exacts, essayent de s'y accrocher. On a notamment Dahampoli qui parle de retour, on va dire, des grands conquérants. On entend souvent le terme du retour des empires. On a évoqué ici les interviews des prédateurs. Pour vous, alors, si ce n'est pas le choc des civilisations, comment vous appelleriez cette période où on a quand même l'impression, et c'était le début de la question de Guillaume, où la force fait désormais office de pourparler, que la violence est de retour, que la puissance, on va dire, est de nouveau à la mode, si ce n'est le choc des civilisations. Comment vous définissez la période à laquelle nous assistons? Non, moi je pense qu'il y a un certain nombre de chocs, mais leur nature n'est pas civilisationnelle. Ça, je pense que c'est un concept extraordinairement paresseux. Vous avez évoqué des conquérants, ou des empereurs, ou des rois, ou des généraux, des dictateurs. Parce que les mots sont importants, vous utilisez lesquels, vous? Pardon. Si c'est plus que vous tenez au mot, si c'est pas conquérant, le mot le plus adéquat pour vous, c'est lequel? C'est les intérêts frontaliers, les intérêts énergétiques, les intérêts économiques, les valeurs. On a effectivement souvent une instrumentalisation de la nature de son régime. Par exemple, en temps de guerre, par exemple, M. Poutine aujourd'hui parle effectivement, lui, souvent de civilisation européenne décadente. Mais c'est une formule rhétorique. Fondamentalement, les Ukrainiens ressemblent sur le plan civilisationnel, extraordinairement aux Russes. Et revenons un tout petit peu en arrière et ailleurs. Regardons ce qui se passe encore une fois dans l'Afrique des Grands Lacs, sans vouloir remonter au génocide des Tutsis rwandais de 1994 ou au combat récent. On a affaire à des gens qui parlent la même langue, qui ont la même couleur de peau, qui vivent sur le même continent, qui ont les mêmes modes vestimentaires et gastronomiques. Bref, on n'a pas du tout affaire à des clivages civilisationnels. Donc les autres clivages, j'en ai cité quelques-uns, eux, ils existent encore. Mais là, ce que je contesterais, si je peux me permettre, c'est quand on me dit mais il y a un retour. Mais pardon, la volonté de puissance, quelle que soit sa nature. Non, elle a toujours été là, vous avez raison, mais on l'avait tellement oublié qu'on a l'impression que c'est un retour. Alors voilà, c'est une impression fausse et elle est très ethnocentrée, elle est très européano-centrée en quelque sorte. Et quand on me dit il y a 3 ans, enfin depuis 3 ans, avec la guerre en Ukraine, mais alors, monsieur Ancel, c'est le retour de la guerre, je dis systématiquement à mon interlocuteur, si vous pensez ça, c'est que l'Afrique ne vous intéresse en aucun cas et ce n'est pas sans poser problème. Alors évidemment, on fait la guerre depuis des milliers d'années. Vous citez aussi dans votre livre Le piège de Thucydide, qui fait donc référence au conflit entre Athènes et Sparte qui a commencé en 432 avant Jésus-Christ. Donc les guerres, effectivement, ça date pas d'hier. Ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est que les hommes n'ont plus l'air d'avoir envie d'aller au combat. On voit bien les difficultés que Vladimir Poutine a pour recruter des soldats. Il est obligé de vider des hôpitaux psychiatriques, des prisons pour pousser les hommes à aller dans les tranchées. On l'écoute simplement un instant, puisque lui aussi parle de Seconde Guerre mondiale, de Troisième Guerre mondiale.
Je pense que tout est possible dans le monde moderne. Mais je l'ai déjà dit, il est clair pour tout le monde qu'un éventuel conflit direct avec l'OTAN ne sera qu'un pas vers une véritable troisième guerre mondiale. Et je pense que cela n'intéresse pratiquement personne. Il joue avec les mots aussi. Il joue avec les mots, disait Guillaume Oda, il joue avec les mots et en même temps, eh bien, les Russes ne le suivent pas dans cette entreprise guerrière. C'est ça qui est très intéressant. D'abord, il joue avec les mots, mais pas avec les bombes. Parce que pendant 3 ans, il a agité le chiffon rouge de l'apocalypse. C'est un mot aussi qu'il emploie très souvent. Mais jamais une seule fois en plus de 3 ans, il n'a déclenché ne serait-ce que la pré-alerte nucléaire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours se méfier de l'aspect rhétorique ou sémantique des choses. C'est en général d'ailleurs des discours à usage interne. Maintenant, moi, ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est qu'effectivement, des États-Unis, où la population est très réactive évidemment, renvoyer encore des soldats à l'étranger, d'ailleurs, il le sait très bien, Trump il joue là-dessus, à l'Inde, en passant par la Turquie, très intéressant, alors que le pouvoir islamo-conservateur ou islamo-nationaliste, si vous préférez, est quand même extrêmement impérialiste. Eh bien, la population ne le suit pas. Regardez les manifestations très courageuses qui se sont déroulées à Gaza de la part des Palestiniens. Regardez à Tel Aviv les manifestations ces derniers mois contre le gouvernement de Netanyahou. À travers la planète, il y a, et bien sûr en Europe, un certain nombre de pans d'opinion publique, je ne sais pas si c'est majoritaire ou pas, c'est extrêmement difficile à dire, qui sont effectivement quand même très rétives, y compris lorsque des gouvernements ou des régimes politiques font assaut d'une forme d'impérialisme. D'ailleurs, je le dis d'un mot, pardon, c'est la raison pour laquelle on a affaire au retour des mercenaires. Monsieur Erdogan, il est obligé d'aller chercher de recruter des Turkmènes, autrement dit des Arabes turcophones, mais donc pas des fils du pays, parce que la population ne le veut pas, d'après tous les sondages, pour les envoyer donc crapahuter en Libye et bientôt au Soudan. C'est d'ailleurs intéressant que vous citiez la Turquie, l'exemple turc, puisque précisément, il y a des millions de gens qui sont opposés à l'arrestation du principal opposant. Mais faut-il le voir comme un partenaire? C'est notamment l'idée de Dominique de Villepin, cité dans la Tribune, comme un partenaire fiable pour l'Union européenne. La Turquie. La Turquie. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je pense que M. Erdogan a démontré, et son régime avec lui, une très grande duplicité. C'est le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs. À la fois dans le cadre... c'est un doux euphémisme. À la fois dans le cadre de l'OTAN, puisqu'il s'est permis d'acheter crânement des missiles tout à fait performants à la Russie, tout en restant quand même dans l'OTAN, ce qui lui apporte, sur le plan matériel et financier, énormément. Parce que je ne sais pas ce que serait l'armée turque si elle n'était pas dans l'OTAN. Et par ailleurs... Et nos propres financements européens. Et nos propres financements. Et j'ajoute un point, c'est non seulement... dans le cadre de l'OTAN, ça pose problème, mais dans le cadre de la politique de proximité qui là aussi bénéficie, proximité je veux dire de l'Union européenne, qui bénéficie là aussi à Ankara, on a un véritable problème. Et je conclue avec cette épée de Damoclès en mousse, mais à laquelle on a vraiment cru nous autres Européens, ce qui est un scandale a posteriori, consistante pour M. Erdogan à l'époque, à un chantage migratoire, alors que dans le même temps, il était en train d'envoyer des soldats au nord de la Syrie. Je rappelle que la Syrie est un État officiellement indépendant tout de même, donc dont le nord aujourd'hui, la plaine du Rojava, est occupée littéralement par la soldatesque turque, pour renvoyer ces 3 millions de réfugiés. Un mot, puisque vous êtes un spécialiste de la région du Moyen-Orient. Emmanuel Macron se dit en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que pour vous, ça arrive au bon moment ? Alors c'est la question. J'allais vous répondre. Sur le fond, il a raison, puisqu'à terme, je l'ai toujours dit et écrit, la moins mauvaise des solutions et la plus juste, c'est celle des 2 États. Maintenant, je ne vois pas très bien pourquoi en mai-juin 2025, sur place ou dans le monde, les conditions auraient changé de manière si substantielle et seraient devenues si favorables. Donald Trump, ça n'a rien changé quand il dit qu'il faut faire de Gaza une Riviera, ça ne change pas la donne, ça ne change pas la nécessité de reconnaître un État. C'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi, parce qu'en fait, il est dans une injonction contradictoire. S'il n'envoie pas de soldats et qu'il cherche à chasser ce qui moralement d'ailleurs est inqualifiable, 2 millions de personnes, il va pas le faire avec des promoteurs immobiliers, des plagistes et des glaciers. Bon, donc en fait, il raconte n'importe quoi. Alors maintenant, si vous me demandez si c'est parce qu'il y a eu ce genre de déclaration qu'Emmanuel Macron va le faire, je veux bien. Mais moi, en tant que géopolitologue et patriote français, je cherche à savoir dans quelle mesure une puissance considérable comme la France, y compris dans la région, perdrait ou gagnerait en crédibilité en adoptant cette posture s'il n'y avait pas sur le terrain le moindre changement. Merci Frédéric Ancel d'avoir été notre invité. Je signale donc ce livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons d'espérer, vous nous en avez donné, c'est à lire aux éditions Odile Jacob.